Chers collègues et amis, nous sommes ce soir réunis pour un débat avec nos deux invités. À ma droite, M. Klaus Schumann, je commence par la droite, à ma gauche, Mme Catherine Trottmann. Je vous dirai un mot de leur biographie dans un moment. Le sujet, ce sont les relations franco-allemandes dans l'Europe d'aujourd'hui. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, à faire sur la nécessité d'une bonne entente entre les deux pays. Mais il y a quand même un certain nombre de différences entre les deux pays. Est-ce que ces différences sont rédhibitoires ou est-ce qu'on peut opérer des rapprochements? Bon, les conséquences de la bonne ou de la moins bonne entente entre les Français et les Allemands, ce sont des conséquences évidemment considérables. Donc c'est le thème de notre soirée. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Conseil régional et son président, M. Richer, qui nous accueille dans ces beaux bâtiments et cette belle salle. Ça avait déjà été le cas en 2013, lorsque nous étions déjà venus à Strasbourg pour une université d'automne. À l'époque, c'était l'automne. Aujourd'hui, c'est le printemps. Mais nous retrouvons toujours l'accueil très agréable de la ville, c'était ce matin, du Conseil de l'Europe. On a été reçus hier au Conseil de l'Europe et aujourd'hui, la région, Strasbourg, est fidèle à sa réputation, très hospitalière, et très heureuse, enfin manifestant en tout cas son bonheur d'entendre des visiteurs intéressés par l'Europe. Donc on est là dans un consensus agréable. Alors, je suis chargée de vous dire que nos débats sont enregistrés et que si vous voulez intervenir, vous poser une question, dès que vous appuyez sur le bouton du micro, vous êtes enregistré. Si vous ne voulez pas être enregistré, vous n'appuyez pas sur le bouton. Voilà. Donc, on est... Voilà. On vous entendra pas. Voilà. Alors, ces précisions d'ordre juridique visent à protéger tous les responsables du bâtiment de protestations éventuelles si, votre image étant projetée ici ou là, vous regrettiez l'imprudence de vos paroles. Voilà. Donc, j'ai, je crois, dit les choses qu'il était dans l'obligation de dire. Au demeurant, je ne pense pas que nos propos aux uns et aux autres vont être incendiaires au point d'intéresser les services secrets de certains pays. Bon. Alors, ne perdons pas de temps. Donc, Catherine Trottmann, ancien ministre de la Culture, ancien maire de Strasbourg, connaissant énormément de choses et pratiquant actuellement des activités franco-allemandes, en fait, sur le plan régional, mais je n'ai jamais su de façon précise ce que tu faisais et les responsabilités très prenantes, parce que je te vois toujours suroccupé. Toujours. Évidemment, tu connais parfaitement les relations entre les deux pays, mais en plus sous un angle régional. Et ça peut être très intéressant à voir. Klaus Schumann, nous sommes de vieilles connaissances maintenant, puisque Klaus Schumann a été directeur général des affaires politiques au Conseil de l'Europe. Alors, je rabats les oreilles de tout le monde en parlant du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe par-ci, par-là, etc. Et à l'époque, vous n'étiez pas le directeur général, vous étiez plus jeune, et vous n'aviez pas les charges. Voilà. Mais nous nous connaissions et je vous appréciais beaucoup. Je suis très heureuse que vous êtes allemand. C'est une de vos premières qualités, vous en avez d'autres. Mais pour ce soir, c'est évidemment
indispensable quand on a un débat franco-allemand et qu'on est sur une ville frontalière comme Strasbourg. Il fallait la voix de la France et la voix de l'Allemagne, ou la voix de l'Allemagne et la voix de la France. Voilà. Merci d'être là. Puis vous connaissez évidemment admirablement bien les problèmes politiques qui peut y avoir entre les deux pays, et notamment leur conception de l'Europe et leur rôle dans la construction européenne. Alors, nous avons rapidement convenu qu'on allait commencer par des interventions très brèves de l'un et de l'autre sur, je dirais, les problèmes psychologiques de cette relation franco-allemande. Ensuite, on attaquera les dossiers plus techniques, plus sérieux, mais les éléments psychologiques, ça paraît, c'est pas de la grande politique et de la grande diplomatie, mais ça compte quand même. Et les relations psychologiques entre les dirigeants, mais aussi sur le terrain, entre les citoyens. On a tous des préjugés, des bonnes et des mauvaises humeurs. Bien, je commence. Qui veut commencer Bon, je commence. Oui. Okay. Catherine Trottmann. Merci beaucoup, chère Catherine Lalumière. Véritable légende au Conseil de l'Europe, pour moi qui y reviens après des années pour présider le fonds Eurimage, c'est-à-dire ce fonds de financement de la coproduction entre 35 pays à l'initiative du Conseil de l'Europe, et qui va accueillir maintenant le Canada, qui est le nouveau pays qui rejoint cette coalition de pays qui pensent que la coproduction, la possibilité de faire des films ensemble, au-delà de la différence linguistique, mais en respectant aussi la diversité des langues et des cultures, est une manière de chercher à rapprocher des points de vue culturels, des publics qui sont aussi des populations extrêmement diversifiées. Le cinéma est un art populaire, et notre prochaine étape, chère Catherine, après ce que tu as connu à l'époque où tu étais secrétaire générale, c'est-à-dire où l'Europe s'est agrandie avec l'ensemble du fait de l'ensemble de ces révolutions démocratiques dans les pays d'Europe centrale et orientale, nous nous tournerons, et nous allons en parler dans les prochains temps, vers la possibilité d'avoir un fonds, un instrument particulier qui pourra permettre aussi une coproduction entre des pays européens et les pays en particulier du Maghreb. Donc je dis cela parce que, vous le voyez, c'est une manière optimiste de voir les choses. Dans le fonds Eurimage, il y a toujours la Turquie, il y a toujours la Russie, il y a aussi la Hongrie. C'est-à-dire toutes sortes de pays avec lesquels, en ce moment, nous avons des problèmes, soit dans l'Union, soit dans le Conseil de l'Europe lui-même. Nous passons par une phase de crise. Cette phase de crise est une crise à la fois géopolitique, c'est-à-dire que c'est une crise, au fond, de déstabilisation dans un certain nombre de parties du monde. On peut dire peut-être, en allant très vite, que avec ce qui s'est passé en Libye, avec le conflit permanent au Proche-Orient, nous avons des foyers en quelque sorte très dangereux, avec en même temps aussi ces groupes extrémistes violents qui utilisent la religion, l'islam, pour en fait faire une propagande terroriste. Et pour discuter avec beaucoup de pratiquants musulmans dans notre ville, dans notre cité, mais aussi ailleurs en France ou en Europe, ils prennent toujours soin de bien distinguer la religion telle qu'ils la pratiquent du détournement de la religion pour justifier des actions terroristes. Et je crois que c'est très important de pouvoir inclure dans le débat actuel sur l'avenir de l'Europe cette dimension culturelle. Pourquoi ? Nous venons de conflits mondiaux, nous venons en même temps aussi, avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, d'observer comment la compétition qui, au fond, était la compétition des empires et la conquête des territoires, mais en même temps aussi le culte de la nation, de la culture nationale et de l'identité nationale, a jeté les uns contre les autres des pays qui avaient beaucoup de liens communs.
Et dans cette ville, j'en dirai vite un mot, parce que vous allez comprendre en y circulant, nous avons ces traces-là. À la fois de ces conflits et de ces périodes qui ont suivi les conflits. Par exemple, nous sommes en train d'attendre, et cela devrait arriver bientôt, la décision de l'UNESCO de classer patrimoine mondial ce que nous avons appelé pendant des années le quartier allemand. C'est-à-dire le quartier qui a été construit à partir de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1870, la guerre de 1870, et qui a vu construire en fait ici, à Strasbourg, une capitale de Land, qui était le Land d'Alsace, Moselle, mais qui avait en fait, à la place où se trouve aujourd'hui Place de la République, vous avez le Palais du Kaiser, qui a été construit à cette époque. Vous avez en face du Palais du Kaiser ce qui est aujourd'hui le Théâtre national de Strasbourg et qui était le Landtag. Vous avez la Bibliothèque nationale universitaire, qui a été la bibliothèque qui fut incendiée dans le deuxième conflit mondial et reconstituée par les dons qui ont été faits à cette bibliothèque de partout. Vous avez en face du Palais du Kaiser l'université qui a été construite à cette époque-là. Vous aviez le pouvoir politique face au pouvoir de la pensée, au pouvoir scientifique, ce qui était au fond toute une affirmation dans un axe urbain qui était perpendiculaire à l'axe central de la Grande Rue, qui était au fond la ville moyenâgeuse. Vous avez sur la place de la République ce qui est tout un symbole aussi. Vous avez un monument aux morts, où il n'y a pas qu'un mort, il y en a deux. Il y a la République qui tient d'un côté un mort allemand et d'un autre côté un mort français. Ça m'a terrifié quand j'étais jeune parce que je pensais qu'en fait, il y avait des vrais gens dans ces statues. On m'en avait parlé d'une telle manière. C'était tellement présent, puisque mon père était français de l'intérieur, s'est battu pour la libération de l'Alsace, a été l'un des premiers à occuper l'Allemagne, et un des premiers à m'expliquer, quand j'utilisais tous les jurons possibles et imaginables contre les Allemands, dont ma grand-mère m'avait dit que c'était nos ennemis, et que je ne devais pas apprendre l'allemand parce que j'étais né après la guerre, et c'était maintenant terminé. Bon. Mon grand-père ayant un certificat d'arianité, puisqu'il était fils d'une Alsacienne pendant la période allemande, et il était fils d'un instituteur allemand d'origine, et qui n'avait jamais compris comment il était devenu français, le pauvre, un jour. Bon. Donc, mes grands-parents, c'était le siècle où on a changé 5 fois de nationalité. À ne plus rien y comprendre, entre le moment où on était allemand, le moment où on était français, on redevenait allemand, finalement, les Alsaciens, ils ont fini par se taire. Ils ont attendu que ça se passe. Il y a dans cette région une forme, je dirais presque d'esprit de fatalité, et puis une autodérision toute particulière, parce que quand on a pris des coups de tous les côtés, on finit par se moquer de soi-même. Ce qui est une manière de prendre une revanche sur l'histoire et peut-être sur ce que l'on est. Et donc, si le Front National ici a des racines, c'est parce qu'à un moment donné, il n'a pas commencé tout de suite sur le thème de l'identité, du repli sur soi. Il a commencé historiquement avec le retour des rapatriés d'Algérie, comme dans le sud, comme dans le nord. Il a pris parce qu'on a des anciennes mines, et parce qu'ici on a eu beaucoup d'ouvriers qui avaient vécu ce qu'était le travail dur des mines. Et puis, il a pris aussi, comme le disait un très grand restaurateur de Strasbourg, il disait au fond, les Alsaciens, ils finissent par voter Front National par excès de zèle. On passe du patriotisme, qui a été au fond un patriotisme qui faisait que tous les dimanches, j'étais sur les genoux de ma grand-mère, je lisais des livres de Hansi, qui expliquait, Hansi, qui avait fait des dessins patriotes, ce qu'on devait penser quand on était des bons Français. Mon grand-père, dans sa cave, avait installé, en fait, ce que je n'ai jamais su, je l'ai su après la mort de ma mère, c'est-à-dire il y a 6 ans à peu près, avait installé le matériel de son voisin, M. Blum, qui était en famille avec Léon, et qui communiquait avec toute la résistance. C'était dans une cave de pasteur, donc on n'allait pas voir, parce qu'il avait le certificat d'arianité. Je n'avais jamais compris pourquoi ma mère avait perdu toutes ses affaires que ma grand-mère avait placées chez des familles juives voisines. Donc, les affaires le trousseau de ma mère était chez des familles juives. Dans la cave de mon grand-père, il y avait une place pour que les élèves de Haguenau, une ville moyenne voisine, puissent apprendre le français en cachette.
et la Marseillaise, ce qui était éminemment dangereux à l'époque. Et en même temps, lorsque ma mère a rejoint mon père dans le Maquis, elle a fait tout le chemin vers Toulouse, accueillie par des familles juives. Et elle a habité boulevard de Strasbourg à Toulouse. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en même temps mon père qui s'est évadé et n'est pas mort en déportation grâce à cela, qui m'a expliqué que je devais respecter les Allemands. Parce que, je vous le disais, j'étais assez impertinente. Et il m'a dit ceci, que j'ai toujours retenu. Tu apprendras à respecter tes voisins parce que le peuple a payé plus qu'il n'aurait dû pour des mauvais dirigeants. Pour moi, les mauvais dirigeants, alors, c'était le diable, puisqu'ils avaient le pouvoir de déclencher le désastre absolu. En même temps, c'est vrai aussi que je me suis rendu compte qu'on ne voyait les choses bien que si l'on pratiquait ce que j'appelle la réversibilité du regard, et c'est ce que je me suis appliqué à faire, puisque mon père m'a traîné sur le chantier du Conseil de l'Europe après m'avoir flanqué une raclée parce que j'avais dit quelque chose d'extrêmement impertinent à un monsieur qui n'était pas alsacien, parce que les Alsaciens, ils rigolaient quand on disait ça. Mais quand c'était un vrai Allemand, ils rigolaient pas du tout. Et voilà, il a beaucoup rouspété, j'ai pris ma raclée, elle était mémorable, et j'ai eu ma leçon civique, j'avais à peu près 7 ans. Et le chantier du Conseil de l'Europe commençait, en fait, avec ses constructions, ses décisions. Donc pour moi, il n'y a absolument pas d'évidence à avoir décidé un jour de se mettre d'accord ensemble. Et quand on dit que Strasbourg est le symbole de la réconciliation franco-allemande, pour moi, c'est vrai, c'est fondamental. Ça fait partie aujourd'hui de ce qui constitue la force et l'identité de cette ville. En même temps, on ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que, comme le disait un jour dans un débat Jacques Delors et l'ex-chancelier Schmitt, parlant de la relation franco-allemande, ils se regardaient et disaient « il n'y a rien d'évident dans l'amitié ». Il n'y a rien d'évident dans l'amitié. Et surtout pas dans l'amitié franco-allemande. Schmitt, Giscard, Kohl, Mitterrand, différences d'appartenance politique. Et pourtant, une construction d'une relation de confiance qui passait par la franchise, par le respect, par la conscience historique de la responsabilité politique, et en même temps aussi par une obligation de contribution à la solidité de la construction européenne. Voilà, en gros, le cahier des charges que tous s'étaient donnés de manière, en couple, comme tu le disais, Catherine, mais aussi sur la durée. Avec cette conscience que l'inspiration première, celle qui a permis de choisir la paix et de se trouver en face et l'un à côté de l'autre après la guerre, était la condition d'une entente et de la sortie du désir d'empire. Car pour être membre de l'Union européenne, il faut avoir abandonné tout désir d'empire, comme le dit Sloterdijk, un philosophe allemand. Et j'aime beaucoup cette expression, parce qu'elle est juste. La France, au moment où le traité de Rome a été signé, était en plein début de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de la dernière fracture coloniale. De la même façon, pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui demandait son adhésion, elle était elle-même en butte à la fin de l'Empire britannique, avant ce qui est devenu le Commonwealth. Donc, ce contexte des conflits et d'après-conflits, c'est au fond la conscience qu'après la guerre, il faut reconstruire. Il faut créer un espace économique dans lequel on peut travailler, on peut échanger de la meilleure manière qui soit. Après l'Europe du charbon et de l'acier, c'est celle du marché commun. Et c'est le début de la communauté. C'est de voir comment, en fait, en réalité, ce qui nous a coûté, c'était notre interdépendance. Et ce qui nous a coûté, c'était jusqu'au bout une compétition dans laquelle on s'était, en quelque sorte, confrontés. Donc, l'idée était, au fond, de mettre cette énergie négative dans une énergie positive. Et je suis absolument convaincue que les Français n'ont pas toujours compris, et je vais en dire un mot et je m'arrêterai pour ce premier propos, comment une relation de confiance s'établit. Je crois qu'il est très important que du côté français, on comprenne qu'après la guerre, l'Allemagne a dû se reconstruire, et elle s'est reconstruite sans moufter.
on lui a refusé la souveraineté culturelle. La culture est une compétence des Länder, de même la compétence de l'éducation. Hors de question que l'on puisse retrouver un jour le risque qu'il y ait en Allemagne une sorte de propagande culturelle qui prenne le pas sur les esprits. Il a fallu attendre que je devienne ministre de la Culture, que Gerhard Schröder soit chancelier, pour qu'on arrive à discuter du cinéma et que l'on puisse parler de cinéma allemand. Jusque-là, il y avait des réalisateurs, il y avait bien sûr du cinéma, des films, mais on ne parlait pas de cela. Il a fallu que Kohl et Mitterrand décident de créer la chaîne Arte au moment où tombait le mur de Berlin, c'est juste avant. Ça a été extraordinaire, parce que d'un côté, il fallait construire l'Europe politique nouvelle avec l'élargissement, avec les textes de loi qui garantissaient l'indépendance des collectivités territoriales sur le plan financier, les solidarités, etc., l'entrée dans le Conseil de l'Europe, cet formidable apprentissage de la démocratie qu'a permis cette instance transnationale. Sans cela, on allait à la catastrophe. Et vous vous souvenez peut-être qu'au moment où le mur de Berlin est tombé, c'était des vagues immenses de gens qui voulaient passer, qui voulaient forcer, et ils auraient forcé n'importe quel barrage, n'importe quelle frontière. Le chancelier Kohl a pris une décision historique en choisissant l'unification. Parce qu'en choisissant l'unification, il a choisi la pacification. Et en choisissant la pacification, il a apporté, je dirais, un contexte. On pouvait être d'accord, pas d'accord sur le sens politique que ça pouvait prendre, mais il a pris une décision majeure. Deuxième aspect, celui de la monnaie. Je dis parfois que, quand on parlait de la crise financière, que l'Allemagne, qui n'a pas retrouvé une souveraineté totale, je l'évoquais à propos de la culture, je l'évoquais par rapport aussi à son droit fédéral, au rôle même qu'on peut évoquer de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui impose ses jugements à la chancelière, qui ne peut pas le contester et qui doit se soumettre, qui doit d'ailleurs aussi vérifier auprès du Bundestag certaines de ses décisions, alors qu'en France, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour un chef de gouvernement ou pour le chef de l'État. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Néanmoins, en 1992, lorsqu'il y a eu la décision d'avancer par l'acte unique vers la création de la monnaie commune ou de la monnaie unique, c'est-à-dire de l'euro, ça a été compliqué. Parce que l'Allemagne qui s'était redressée, et qui s'était redressée économiquement, avait un instrument qui marquait sa souveraineté et son retour à la dignité, le mark. Et ce qui était demandé à l'Allemagne, qui avait payé ses dettes, la dette politique, la dette morale, qui avait payé sa dette financière, se retrouvait à devoir mettre dans le panier commun ce qui reconstituait en quelque sorte sa fierté nationale. Et ça, à un moment où il fallait qu'elle accepte un effort considérable, je ne dis qu'un chiffre, mes voisins maires à l'époque avaient dû mobiliser 20% de leur budget pour réussir l'unification. 20% de leur budget. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui en Allemagne, vous avez des maires qui ne sont plus les mêmes que ceux de l'époque, mais qui acceptent d'accueillir des milliers de réfugiés. Rien dans les textes de l'Allemagne ne peut lui permettre de s'opposer à cet accueil. Au lieu de dire on va essayer de chipoter, ça a été une attitude d'ouverture. Là aussi, on peut discuter. Néanmoins, on doit regarder comment, dans ces moments-là, nous agissons. Et je termine d'un point qu'il s'agit du traité constitutionnel. Le traité constitutionnel a été l'écriture du texte fondamental de l'Union. Le texte politique qui permettait, sans que, au fond, tous les pays aient l'expérience de ce qu'est une constitution, d'avoir un texte de référence fondamental qui permettait d'appuyer toutes les décisions qui concernaient l'égalité, par exemple, entre les citoyens, la citoyenneté, les libertés fondamentales, etc. C'était, en fait, ce que la France pouvait apporter de meilleur. C'est-à-dire ce qu'elle a elle-même gagné par son engagement dans la Révolution française
et dans sa conquête de la République. C'est la vision d'une Europe qui s'appuie sur un texte fondamental, qui donne, je dirais en quelque sorte, l'assurance du droit. L'Allemagne, dans la seconde partie du traité constitutionnel, a apporté ce qu'elle avait de meilleur et ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire le droit social. Le traité constitutionnel, à part ce qui a été choisi d'en faire une codification des traités économiques, malheureusement, c'était une idée de Giscard, qui voulait tout mettre dans ce traité constitutionnel, d'où l'erreur, eh bien on a pu compris qu'en fait, il y avait là, entre Français et Allemands, une synthèse qu'on retrouvera difficilement entre la manière dont l'Allemagne a construit son art du consensus social. Il n'est pas toujours présent, mais il l'est beaucoup plus qu'en France, dans les entreprises et dans la relation avec les syndicats, par exemple. Et donc, au fond, la France pouvait faire un pas en avant en rejoignant l'Allemagne sur la démocratie sociale, et l'Allemagne pouvait, je dirais, s'appuyer sur la France par rapport à cette vision, je dirais, politique fondamentale qui lui permettait, au fond, avec son droit constitutionnel à elle, la constitution allemande fédérale, de retrouver, au fond, cette articulation historique. Pourquoi je le regrette ? C'est que vis-à-vis, je regrette le vote que nous avons exprimé, mais je l'ai parfaitement respecté, et j'ai essayé de le comprendre. Mais pour nos partenaires, puisque j'ai vécu cette crise politique au Parlement européen, pour nos partenaires, la France s'est détournée de ce qu'elle avait apporté de fondamental. Et ça, il y a eu là-dessus une incompréhension historique. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes plus apparus comme des partenaires aussi fiables. À la fois par rapport à ce vote, mais aussi par rapport au fait que nous avons proposé des règles, en particulier dans l'Europe économique et financière, c'est-à-dire le pacte de stabilité, pour faire court. Mais ce que nous avons proposé, à l'époque d'Édouard Balladur, nous avons été les premiers à ne pas le respecter. Et donc, je pense que nous devons mesurer parfois qu'il faut toujours mériter la confiance de son ami. Et en 1989, au moment du sommet de Strasbourg, François Mitterrand m'a demandé ce que je pensais de la situation en Allemagne. Et je lui ai dit, en rigolant, je lui ai dit comme ça en boutade, je lui ai dit, écoutez, moi je suis une vraie amie des Allemands et de l'Allemagne. Je lui expliquais comment on allait se mettre d'accord pour les ports, comment on allait monter nos coopérations avec la ville de Kiel, avec tout cet environnement, je pourrais y revenir, avec l'université, etc. J'étais très excité par tout ça. Et il m'avait confié d'ailleurs l'accueil d'Arte. Et comme il m'a confié l'accueil à un moment donné avec Pierre Jox du corps d'armée franco-allemand qui est devenu le corps d'armée européen. Et je lui disais, en fait, je suis une vraie Alsacienne. Avec mon histoire, je veux toujours travailler avec les Allemands et en même temps, je veux toujours savoir ce qu'ils font. Ça fait partie, comme eux d'ailleurs, c'est comme ça. On a la curiosité du voisin, on veut toujours savoir ce qu'on fait à côté, et puis on a en même temps notre manière de fabriquer un espace commun. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, un exercice, je le disais, une amitié, on l'a choisie, dans les bons moments comme dans les plus mauvais moments. Mais comme disait Mitterrand lorsqu'il m'avait posé cette question, il m'avait dit, le jour où les Français se détourneront de l'Allemagne parce qu'ils penseront que le monde global est plus intéressant pour eux, et c'est vrai pour les Allemands de la même manière, et qu'on ne sera plus intéressé par nos affaires domestiques de l'Europe, à ce moment-là, le pire pourra arriver, c'est-à-dire le délitement de l'Union européenne. Souvent, je pense à lui, parce que je crois qu'il avait conscience que rien n'était évident, et que cette stabilité de l'Union européenne, puisqu'on sait que France et Allemagne constituent grosso modo la moitié des voix nécessaires pour pouvoir emporter les décisions à la majorité qualifiée, eh bien ce pôle de stabilité-là, il ne faut pas qu'il craque. Et ça, c'est vraiment pour des raisons politiques, pour des raisons historiques, mais aussi pour des régions frontalières comme la nôtre, parce que quand on règle mal certains problèmes, comme on le fait en ce moment, par exemple sur les travailleurs détachés, eh bien, on a tellement mal appliqué la nouvelle directive de l'Union européenne que les entreprises allemandes ne peuvent même plus traverser le Rhin
pour venir participer à nos expositions. Et on peut même plus faire de la promo ensemble quand on veut faire de la promotion ensemble. Parce qu'on a mis de telles barrières administratives, ça, on en a le secret, que nos pauvres amis et voisins avec lesquels on coopère et avec lesquels on a des marchés, des échanges, etc., peuvent plus correctement traverser. Alors, c'est pour ça que je dis, le pire est toujours l'ennemi du bien. Quand on veut bien faire d'un côté, on fait mal. Commençons déjà par chercher à résoudre ce qui représente 30% du territoire européen dans les relations transfrontalières, et on aura réglé beaucoup. Et commençons par ce site, par cette vallée rhénane, dans laquelle on a vécu, comme je le disais auparavant, beaucoup de changements, mais dont on a pensé aussi à un moment donné que grâce au chancelier Schröder, on n'avait plus d'un côté le droit du sol et de l'autre côté le droit du sang. Il a quand même fallu attendre, vous voyez, autant de temps. Donc, regardons toujours ce qu'on peut mieux faire, regardons comment on peut avancer. Tant que les Allemands et les Français avancent, l'Europe a une chance de continuer d'avancer aussi. Si Français et Allemands stoppent, ou se divisent, ou ne s'entendent plus, là, on aura une procédure qui sera beaucoup plus compliquée. Je reviendrai après sur la sécurité et la défense. Un exposé historique et une compréhension de l'importance des préjugés, des incompréhensions mutuelles, etc. Ouf, bravo. Mais ça nous aide à comprendre à la fois l'importance de cette amitié franco-allemande qui conditionne notre avenir. C'est pas simplement pour faire joli et puis créer des fêtes agréables. C'est pas ça. C'est vital. Voilà. Et puis l'importance de l'histoire. Quand tu parlais de ta jeunesse, là on comprend que tu comprends ce qui se passe dans les têtes. Voilà. Klaus, vous étiez de l'autre côté. Et maintenant, oui. Vous habitez Strasbourg. D'abord, c'est évidemment très difficile d'intervenir après cette introduction magistrale qui couvre l'ensemble du sujet. Ça va mieux comme ça ? Oui, ok. Effectivement, je suis aussi un enfant de la région, juste de l'autre côté de Fribourg. Même encore né quelques années plus tôt, alors j'ai encore des souvenirs de la guerre, malheureusement. Et je me suis toujours senti citoyen du Rhin supérieur. Et alors ainsi, les relations franco-allemandes, dont j'ai grandi avec, et je suis certainement favorable à tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on pourrait améliorer. Mais je crois que ça, c'est un sujet plutôt régional, parce que vous avez fait votre dernière remarque sur les problèmes des Allemands de travailler ou de prendre du travail, pas seulement du travail, mais de faire des projets en France sans l'accord d'ici, sans avoir introduit 10 formulaires et montré carte blanche. Ça nous amène au problème de notre Eurodistrict, qui a été créé justement par un des couples franco-allemands, Chirac-Schröder, en 2003,
proposée en 2003 et mise en route en 2005, et justement qui devrait faire de cette région un territoire pilote de l'intégration territoriale dans une zone frontalière. Et après 12 ans, justement, ce que vous mentionnez, j'ai vu ça hier dans les dernières nouvelles, pour moi, c'est la première fois que ce conseil de l'Eurodistrict, qui est l'assemblée des élus de l'Eurodistrict, a pour la première fois levé la voix et accusé les deux bureaucraties, la bureaucratie française comme la bureaucratie allemande. Et il est quand même, et ça c'est à mon avis un test qui démontre les difficultés qui existent. Évidemment, il y a les grands gestes, vous les avez mentionnés. Et je crois, mais le diable se trouve dans le détail, et on devrait essayer, dans un territoire limité, dans un territoire transfrontalier comme ici, et Strasbourg et l'Ortenau est certainement l'endroit le plus approprié, avec toute la, disons, symbolique de la ville et de la région. Bon, mais permettez-moi quand même, après, comme j'ai dit, cette présentation vraiment magistrale, un peu de terre à terre, de revenir sur les origines des relations franco-allemandes et peut-être aussi sur certaines des difficultés ou divergences qui sont le résultat de pays différents, de cultures politiques différentes, de systèmes gouvernementaux différents. D'abord, hier, le nouveau président fédéral allemand, récemment élu, a, comme c'est la tradition, effectué son premier voyage à l'étranger, à Paris. Ça, c'est une tradition. Et il a souligné que le projet européen est à la croisée des chemins, mais que l'Union européenne reste indispensable et elle peut être changée. S'il dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque part une volonté de changer. Et je crois qu'on va revenir un peu plus tard à la situation actuelle où on est pour sortir l'Europe ou l'Union européenne de sa crise actuelle. Mais cette visite à Paris a montré d'abord la tradition des relations franco-allemandes et l'engagement. Et effectivement, sans les relations, sans la réconciliation, sans la coopération franco-allemande, je crois qu'on n'aurait jamais eu la coopération européenne et le début de la construction européenne. Parce que, je rappelle, et en tant que représentant de la Maison de l'Europe, vous êtes évidemment familier de ça, déjà, le Congrès de l'Europe de La Haye, en 1948, a affirmé dans ses textes, dans ses résolutions, que la solution, ou l'avenir, ou la solution des problèmes économiques et politiques de l'Allemagne pourrait seulement être résolue dans le cadre d'une union ou fédération européenne. Une année plus tard, on revient à notre Conseil de l'Europe, signature des statuts du Conseil de l'Europe à Londres, proposition du ministre des Affaires étrangères britannique, Strasbourg devrait être le siège de cette première organisation politique d'après-guerre. Et avec à l'esprit la réconciliation franco-allemande, parce que c'était évident, sans réconciliation franco-allemande, il n'y aurait pas de réconciliation européenne. Encore une année plus tard, c'est-à-dire le 9 mai 50, la déclaration de Robert Schuman, sa proposition de créer cette communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire de soumettre ce secteur tout à fait crucial sous une autorité
autorité européenne, dans son argumentaire, il a dit, c'est clair, sans cette aversion ou sans ces controverses éternelles sans avoir résolu ces crises éternelles et ces confrontations éternelles entre l'Allemagne et la France, on ne peut rien faire. Il faut trouver un moyen d'éviter des guerres futures. Voilà un moyen. On met tout sous un chapeau européen, ce qui concerne, et à l'époque, chapeau et acier voulait dire industrie militaire. Mais il pouvait seulement avancer avec ce projet s'il avait l'accord de l'Allemagne. Alors, il a trouvé son ami Konrad Adenauer, et parce que ce n'était pas évident que l'Allemagne abandonne d'office sa souveraineté dans ce secteur-là. Et Adenauer, qui était un homme de la frontière, comme Schuman était, Lorrain, l'autre Renan, a donné tout de suite son accord. Et avec ça, Schuman a pu aller au pays du Benelux et en Italie, disons voilà, les Allemands sont d'accord, on y va, on ne va pas. Et ça s'est fait comme ça, et ainsi, comme j'ai dit, c'est peut-être un peu provocateur quand j'ai dit ça comme ça, la seule véritable intégration européenne qui s'est faite, c'est la CK. Elle s'est faite déjà en 1951 et grâce à cette entente franco-allemande. Parce que par la suite, vous connaissez l'histoire, la douche froide venait en 1954, avec le refus d'une autre initiative, où il y avait aussi Schuman derrière, de créer une communauté européenne de défense. Et pourquoi ? Bon, l'Allemagne l'avait ratifié. Et après, à l'Assemblée nationale, une majorité des gaullistes qui défendaient la souveraineté nationale et des communistes qui suivaient les instructions de Moscou a fait capoter le projet. Je ne veux pas continuer l'autre historique des hauts et des bas de la construction européenne et tout particulièrement de l'essai de créer cette Union européenne. Peut-être juste une remarque, la CE a été créée, on a fêté le 60e anniversaire le week-end dernier, a été aussi, pour créer une communauté économique et monétaire, mais les pères de l'Europe pensaient l'union politique va suivre. C'était un peu la logique. Qu'est-ce qu'il a dit le général ? Le général a dit non, 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 non. Ça, c'est un règlement d'échange commercial et rien d'autre. Alors pour lui, la CE, c'était ça, c'était un traité qui facilitait les échanges économiques et commerciaux. Bon, venez, vous connaissez l'histoire, la politique, la chaise vide. Et là aussi, le président de la commission de l'époque, la première commission, de 58 à 68, c'était Walter Hallstein. Et qui était Walter Hallstein ? C'était un peu le fidèle, le bras droit de Adenauer. Et lui, il était de la bête noire du général. Parce que Hallstein, il défendait les institutions communautaires. Et l'Europe du général, c'était l'Europe des patries, c'était l'Europe intergouvernementale. Et toute union politique ou toute politique étrangère devrait être réglée au niveau des gouvernements dans un cadre intergouvernemental et surtout à l'exception des institutions communautaires, c'est-à-dire de la Commission européenne. Bon, là, il y avait des conflits qui existaient. Bon, mais comme j'ai dit, sinon, on devrait faire un séminaire d'une journée sur l'ensemble des problèmes. Peut-être un mot, comme je disais, sur les différences et divergences politiques et économiques entre les deux pays, qui, à mon avis, ont encore évidemment une répercussion jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a de temps à autre des mésententes
franco-allemande, surtout dans le domaine économique et social. On va en parler. Oui, c'est un peu aussi grâce à ça, parce que, disons, si vous permettez, en 2 mots, de présenter le fonctionnement politique et économique de l'Allemagne aux 10 ans de la jeune République fédérale après 1949, parce que c'était quand même quelque chose de neuf, hein, qui avait, vous l'avez mentionné, la loi fondamentale, et qui veut encore qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous avez dit, que la Cour de Karlsruhe peut corriger le ou la chancelière. Alors, il y a là une tradition qui s'est créée, et je crois, il faut dire, et ça c'est peut-être la différence avec la situation en France, il y a là un minimum idéologique, mais un maximum pragmatique, hein, qui caractérise la vie politique et économique en Allemagne. Dialogue, compromis, coalition sont des pratiques courantes. Hein. Il y a un accord tacite parmi tous les partis politiques sur la responsabilité commune et de développer le pays et son avancement. Et ça, c'est basé pas seulement sur des valeurs et principes communs, ou sur des valeurs et principes communs, mais là-dedans, il y a la fameuse économie sociale de marché. Et là, le marché n'est pas dominateur, et il est encadré par une éthique de responsabilité, Verantwortungsethik en allemand. Et là, pour celui qui a créé ce mot, c'est Helmut Schmidt, hein, le feu chancelier Helmut Schmidt. Pour lui, cette responsabilité tient compte de la cohésion sociale du pays. Et dès 1959, hein, le Parti social-démocrate allemand, dans son programme de Bad Godesberg, a abandonné les maximes du marxisme. Et c'est rallié à cette philosophie, à cet esprit de l'économie sociale du marché. Bon, je ne crois pas, c'était pas nécessairement parce qu'ils étaient tellement convaincus, mais ils étaient un peu frustrés, parce que jusqu'à ce moment-là, Adenauer gagnait une élection après l'autre. Hein, et le Parti social-démocrate était dans une opposition éternelle. Il y avait eu un personnage, Ulrich va certainement s'en souvenir, parce que c'est un vieux comme moi, qui s'appelait Herbert Wehner, qui était communiste à l'origine, c'est-à-dire dans les années 30. Évidemment, les nazis ont écrasé le parti, et ceux qui pouvaient fuir ont fui. Lui, il est allé à Moscou, il est revenu comme communiste, mais il est tout de suite devenu social-démocrate, et c'est lui qui, à ses propres camarades, a dit, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut changer. Si on veut avoir une chance de gouverner un jour, ou même de gouverner en coalition. Et ça a marché, parce que quelques années plus tard, dans les années 60, il y avait... disons, le miracle économique allemand n'était plus au top. Il y avait du chômage, il y avait des mouvements contestataires, il y avait un parti néo-nazi qui s'est créé, le fameux NPD. Grande coalition entre CDU et SPD, entre 66 et 69, avec un duo mythique, Franz Josef Strauß, le taureau bavarois, hein, de la CSU, comme ministre des Finances, et le professeur Karl Schiller, social-démocrate de Hambourg, comme ministre de l'économie. Et ces deux-là ont sorti le pays du pétrin. Alors, le dialogue, même entre, disons, des partis idéologiquement peut-être pas trop proches, et par la suite, ça c'est devenu habituel. Hein. Regardez, bon, comme conséquence, en 1969, les néo-nazis ne sont pas entrés dans le Bundestag, ils ont échoué aux élections. Le SPT a continué de pouvoir gouverner, cette fois-ci avec les libéraux, alors changement de partenaire, mais ça continuait. Et M. Schiller
il a continué, il a créé la fameuse concertierte action concertée, c'est-à-dire une table ronde où le gouvernement appelait le patronat, le syndicat, autour d'une table, et ils discutaient sur les décisions à prendre dans les domaines économiques et financiers. Tout ça, c'est une philosophie qui est un peu étrangère à l'esprit et à la culture politique en France. Et bon, pour citer votre ami M. Schröder, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, c'est pas mon ami surtout. Non, mais oui, mais qui était aussi un bon Européen. Mais à l'intérieur du pays, il était confronté avec des problèmes au début des années 2000, des problèmes économiques et sociaux. Il a fait passer la fameuse agenda 2010, les lois Hartz, avec un programme d'austérité où il a d'abord cherché l'accord de son parti, et après du Bundestag, avec le risque de perdre des élections. Et il les a perdues. Mais il l'a fait, parce qu'il a estimé que c'était indispensable. Et bon, vous connaissez, vous suivez la presse française pendant les dernières années, loi Hartz, il faut suivre, etc. Et le modèle allemand, et le modèle allemand est mentionné ici et là, et même au l'agacement de certaines. Je crois là aussi, il faut tenir compte que il y a deux pays qui sont quand même différents et je crois il faut évidemment, mais ça on va discuter un peu plus tard, pour sortir de la crise actuelle, il faut des avancements des deux côtés. Et quand j'ai dit que si le président Steinmeier vient à Paris avec un message positif à l'égard de l'Union européenne, et en y ajoutant il faut changer les choses, ça veut dire il y a un terrain et il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup. Excusez-moi, juste encore un mot pour la petite histoire, parce que évidemment, là-dedans, il y a les fameux couples, les couples mythiques, commençant avec Schuman-Adenauer, De Gaulle, Adenauer, etc., Giscard-Schmitt, qui était peut-être le couple le plus fusionnel, d'un libéral, l'autre social-démocrate, et évidemment Mitterrand-Kohl. Et Schmitt, d'ailleurs, il ne se gênait pas de dire après, de toute façon, dans ces couples-là, que ces trois-là, c'est-à-dire De Gaulle, Adenauer, Giscard-Schmitt et Kohl, Mitterrand était valable. Tous les autres n'étaient pas à la hauteur. Ça c'est Dixit, Schmitt. Mais alors, eux, ils avaient quand même le mariage le plus long, entre 82 et 95. Mais il y a eu des hauts et des bas. Il y a évidemment eu la fameuse image main dans la main à Verdun en 84, qui était, disons, l'acte final de la réconciliation. Et là-dessus est sorti ce que vous avez mentionné, l'initiative pour une brigade franco-allemande dont est issu l'Eurocorps, et disons des essais de parler quand même d'une défense européenne après le désastre de 1954. Mais arrive la chute du mur. Et là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la chute du mur et la résurgence du spectre d'un ancien démon. Paris et Londres avaient des soucis communs sur une nouvelle prise allemande sur l'Europe. Et un mois après la chute du mur, Mitterrand fait sa visite officielle en RDA en faisant un discours. La République démocratique allemande et la France ont encore beaucoup de choses à faire ensemble.
à Bonn, on ne croyait pas bien écouter. Et on dit, mais est-ce que Mitterrand est devenu un adepte de François Mauriac, hein, qui l'aime l'Allemagne tellement qu'il en veut deux, hein? Et ça, malgré le fait que Kohl répétait chaque fois, pour lui, une unification allemande se fera seulement dans le cadre d'une unification européenne qui est pour lui une priorité absolue. Après est venu, évidemment, et là, Kohl, disons, a fait des concessions. Et Mitterrand et Delors sont venus avec le projet de la monnaie unique. Il a donné son accord à l'euro, hein, sans parler des politiques accompagnantes nécessaires. Et évidemment, vu de l'Allemagne, c'est une manœuvre contre la domination du Deutschmark, hein, pour un peu encadrer ça. Et Kohl, comme bon Européen, dit non, je suis Européen, je suis d'accord, bien qu'il savait très bien que 75% de l'opinion publique allemande était contre, hein, et il n'a pas soumis à un référendum. Hein, et, oui, mais en France, on a eu des référendums étranges. Hein, Mitterrand, avec Maastricht, il voulait en faire une glorification de sa politique européenne. Qu'est-ce que c'est devenu? Un sujet de la politique intérieure. Et c'est passé ric-rac. Hein. Il a eu de Chevènement de sa propre gauche jusqu'à Séguin, parlons pas des communistes, tout le monde contre lui. Et bon, le référendum, vous avez avec raison regretté le refus de la Constitution pour l'Europe. Ça, c'est aussi le résultat plutôt d'un combat de politique intérieure qu'un vrai combat sur l'avenir de l'Europe. Aussi ça, c'est mal passé en Allemagne. On n'a pas très bien compris pourquoi on s'expose à des risques pareils. Alors, moi, je peux peut-être rebondir, monsieur, parce que... Monsieur Schuman vient de donner une idée intéressante aux Français. Finalement, l'Allemagne, très intelligemment, a eu l'accord de Bad Godesberg. Qu'est-ce que vous attendez pour être aussi intelligent que nous, quoi? C'est à peu près ça. Voilà. Et ça résume assez bien les difficultés de compréhension mutuelle aujourd'hui. Mais... Oui, alors sur cet aspect, c'est vrai que vous ne savez peut-être pas que le créateur du SPD a été député de Strasbourg. Et qu'à une époque, cette vallée rhénane a été le théâtre d'un débat politique qui n'est pas, à mon sens, terminé. Celui entre deux objectifs pour construire, au fond, des entités internationales. La révolution marxiste, qui, au fond, a été orientée sur la problématique du travail et de la prise de pouvoir par les ouvriers. Et puis, ce qui a été particulier au moment de la Commune de Paris, mais aussi qui a suscité une révolution de l'autre côté de la frontière, qui était la référence aux libertés et aux droits de l'homme. Ce qui avait valu ce propos à l'époque, que, au fond, cette révolution en Allemagne ne pouvait pas réussir parce qu'elle était républicaine. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Parce que quand on est dans une frontière, on a peu l'occasion de construire l'histoire à deux. Et pourtant, il fallait bien construire cette histoire à deux. Car avant même 1848, une initiative avait rassemblé des Allemands qui souhaitaient rencontrer d'autres Européens, des Polonais et des Français. On se souvient du triangle de Weimar, qui reste un élément évidemment important dans l'équilibre européen et qui a été rappelé l'année dernière, le 7 avril, dans le Conseil franco-allemand d'ailleurs. Et après cette rencontre, qui a été un moment d'expression de ce que voulait faire
ces trois composantes, c'est-à-dire une Europe qui soit basée sur une forme de reconnaissance des fondements à partir du respect des droits de l'homme et un modèle politique et démocratique. Au fond, quand on regarde l'histoire européenne, on cite toujours les mêmes. On cite Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, on cite les pères de l'Europe, mais il faut regarder aussi ce qui s'est passé et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et au fond, j'ai été très intéressé de me rendre compte que dans cette vallée rhénane, qui a été en même temps une terre toujours très animée, la guerre des paysans, la réforme, toujours la révolution allemande, justement, c'est effectivement un moment tout à fait particulier. Et vous parliez de Fribourg. Quand j'ai été marraine du carnaval de Fribourg, j'ai été accueillie par le maire de l'époque, SPD, et il me dit « Je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu ». Je m'étais toujours étonné quand j'allais à Fribourg. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir à Fribourg. Et je vois une collection de cocardes, dont certaines sont extrêmement anciennes, des grandes cocardes en soie, des plus récentes. Et je dis au maire, mais ça alors, comment as-tu fait pour avoir à Fribourg une collection de cocardes dont, à l'évidence, certaines remontent à la Révolution française de 1789 ? Et il me regarde et il me dit, eh ben, tu sais, nous, on continue de faire le carnaval à la française, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu ne le sais peut-être pas, parce que nous lançons dans la vallée rhénane le carnaval le 11 à 11h11. Eh bien, 11, en allemand, c'est Elf, E-L-F, égalité, liberté, fraternité. Et le nom de code de la Révolution, c'était par ces trois valeurs qui formaient un chiffre. Et encore aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup d'Allemands, de Français, de Rhénans ne savent absolument pas pourquoi on lance le carnaval le 11-11 à 11h11. Eh bien, c'est pour cela. C'est parce qu'au fond, ce jour-là, à Fribourg, on se transformait en français. Et finalement, dans cette histoire révolutionnaire, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'au fond, c'est parti un peu comme les révolutions modestes des paysans qui n'avaient plus assez pour vivre et qui ont pensé que ceux qui leur parlaient des droits de l'homme leur permettraient d'acquérir la dignité, les moyens et l'égalité. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était facile de défaire une troupe de paysans avec des pics et des fourches quand on avait une armée avec, évidemment, toutes sortes de munitions. Et parmi les trois qui ont animé cette révolution se trouve un de mes ancêtres dont j'ai découvert l'histoire sur un site de vétérans américains, car il a été le premier général allemand enrôlé dans l'armée de Lincoln. Parce qu'après l'échec de la Révolution, sa poursuite par le duc, il a dû fuir. Il s'est réfugié chez Marx en Angleterre, puis il est parti aux États-Unis, comme tous les révolutionnaires qui étaient les leaders, qui sont devenus ou fermiers, comme lui, fondateur d'école, et puis ensuite militaires. Et ce qui est très amusant, ça c'est pour la petite blague, ça va vous faire rire, c'est que ce débat continue aujourd'hui. Pourquoi ce grand général, qui a sa statue à New York, avait gagné une formidable bataille et perdu lamentablement une autre ? Le débat dure depuis quelques dizaines d'années, vous pouvez le constater. C'était la guerre de sécession. Eh bien, a trouvé quelqu'un qui habite dans une commune qui porte le nom de cet ancêtre, parce que comme il était allemand, on lui avait donné les mauvais soldats. Et donc, j'ai trouvé ça absolument amusant. Mais je dis ça parce que ce sont deux oublis historiques. Parce que la guerre, la deuxième, a tout effacé de ce qui a été créé précédemment. Et a donné une lecture faussée de l'histoire populaire, de toutes ces traditions qui ont permis de croiser des populations différentes, intellectuelles, scientifiques, qui étaient à la fois en compétition et en coopération, avec la littérature, la philosophie, avec les débats sur l'économie. Et ces deux pays étaient réellement dans une espèce de compétition de civilisation. On va avoir une exposition en 2017, qui va commencer bientôt, sur précisément cette période de l'annexion, les débuts de l'Europe.
C'est très compliqué de dire que les débuts de l'Europe datent de cette époque, c'est-à-dire de la guerre de 70. Et comment un empereur a jugé qu'il fallait qu'il se crée sa légitimité, y compris dans son ascendance, en construisant un château, qui est une invention pure, où il a mis des écussons pour dire qu'il était de toutes ces familles royales européennes, alors que ça n'avait absolument aucune réalité historique. Pas grave, il fallait qu'il construise sa légitimité ici, c'est-à-dire sur un territoire de frontières, d'affrontements, avec l'espoir qu'au fond cet affrontement terminerait, évidemment sous domination allemande, mais néanmoins dans un projet européen. Nous, ici, on n'a jamais voulu voir ça. On s'est dit, impossible, pas possible de parler de cela de manière positive. On nous a piqué notre liberté, tout ça. On regarde ce que ça a donné à cette époque. Eh bien, à cette époque, Strasbourg était un petit Berlin. Et je vais vous dire, si vous vous promenez dans la ville et que vous voyez ce quartier, qui n'est pas très loin d'ici, vous voyez des immeubles dont le même, en plus grand parfois, existait à Berlin, et tout a été détruit. Et j'ai compris comment beaucoup de visiteurs allemands venaient faire ce pèlerinage. Pas simplement pour voir le centre historique de Strasbourg, qui est très beau, qui est tout à fait marqué par le Moyen-Âge germanique, mais ils viennent parce qu'ils voient à Strasbourg ce qu'ils ont définitivement perdu. Et voilà pourquoi nous avons pensé que nous devions, au fond, redonner une compréhension et une lecture, car l'empereur avait décidé que tout intellectuel, tout écrivain, tout homme de théâtre, tout scientifique commençait sa carrière et sa réputation à Strasbourg. Et en Allemagne, bien sûr, on l'a oublié aussi. Voilà, la deuxième université allemande, ce qui est évidemment énorme. Aujourd'hui, on a un campus européen avec un campus trinational. Et si on regarde, je peux vous dire ce que ça représente. Et vous allez voir qu'on n'est pas si mauvais quand on se met à faire des réalisations concrètes, comme le disait M. Schuman. C'est 5 universités, 3 pays, 15 000 chercheurs, 115 000 étudiants, 130 institutions scientifiques. Eh bien, aujourd'hui, sur ce territoire qui prétend qu'on peut aussi construire l'Union européenne par l'esprit, par la recherche, par l'innovation, par le travail et par les jeunes qui sont nos étudiants, eh bien, ce projet-là, il donne une force de frappe absolument considérable et qui est... Alors, évidemment, on a aussi accueilli les Suisses. Vous me direz, les Suisses, bon... Enfin, ils sont juste à côté, alors on les a accueillis aussi. Bon... Et comme disent mes amis allemands, ils disent « Catherine, t'as vu ? On se fait toujours rouler par les Suisses. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Eux, comme ils ne sont pas dans l'Union, ils trouvent le moyen de profiter de l'argent de l'Union. Et nous, on est assez bêtes pour payer. » Je dis « Oui, enfin, vous payez tout de suite, et nous, on râle et on paye après. » C'est à peu près ce qu'on peut résumer de notre façon de travailler. Alors, ces rappels historiques sont extrêmement intéressants, ça explique beaucoup de choses. Et merci à l'un et à l'autre d'avoir rappelé ou nous avoir appris, parce que j'avoue mon ignorance dans des quantités de cas, nous appris des choses et qui permettent de mieux comprendre les relations finalement ambiguës entre nos deux pays et les populations de part et d'autre du Rhin. Mais aujourd'hui, justement, c'est très important que les Français et les Allemands arrivent à travailler ensemble, à poursuivre la construction européenne ensemble. Et il y a des grands chantiers. Il y a entre les deux pays des différences concernant les institutions. Ils ne sont pas tous d'accord sur les futures institutions. Il y a des divergences en ce qui concerne la politique économique et les finances et la politique monétaire, tout ce paquet-là. Bon. Et même parfois, les tensions sont très, très vives entre les deux pays. Et ça transcende d'ailleurs les clivages politiques. Parfois, entre le SPD et la démocratie chrétienne, il n'y a pas de différence beaucoup. Et les Français se retrouvent parfois... finalement, à avoir des réactions semblables. Et puis, il y a des divergences, par exemple, en matière de politique étrangère ou de politique de défense. On pourrait multiplier les exemples, mais j'ai cité ces 3 chapitres parce que les divergences
existent, sautent aux yeux, et ce sont des secteurs cruciaux. Comment faire pour rapprocher les uns des autres? Quels sont les... Y a-t-il des méthodes, des remèdes, des prises de conscience qui permettraient justement de lever ces obstacles? Parce que ces désaccords actuellement, souvent exploités par des pays tiers qui sont ravis de voir les Français et les Allemands diverger sur certains points, comment surmonter tout ça? Sur quoi faut-il s'appuyer? Qui veut commencer? Oui. Oui, je crois aussi, on n'a plus beaucoup de temps, alors il faut se limiter à certaines choses. On ne peut pas aller dans... J'ai parlé de 3 domaines, mais oui, pas forcément à traiter trois domaines. Non. Au choix. Non, mais d'abord l'avenir de l'Union, l'avenir institutionnel de l'Union, hein, parce qu'on a bien vu que, disons, son élargissement à 28 n'a pas facilité beaucoup les affaires. Et surtout pas l'efficacité de prendre des décisions et de trouver des politiques communes. Au contraire, et ça, le général de Gaulle, il va sourire sur son nuage. Hein, ça a renforcé l'élément de la coopération intergouvernementale, parce que le fameux Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, rien d'autre qu'une assemblée des chefs des gouvernements. Et qu'est-ce qu'on fait là? On négocie des compromis. Hein, et les compromis entre 28, où chacun veut avoir un peu sa part, disons, ça n'aide pas à avancer. Bon, là-dessus arrivent les différentes crises, comme la crise économique et sociale qui a mis la zone euro en danger. Et depuis, évidemment, tout ça s'est encore dramatisé avec le Brexit, où l'Union est confrontée pour la première fois avec une sortie et avec peut-être un éclatement. Et il y a eu l'élection de M. Trump et son attitude pas très conviviale à l'égard de l'Europe, qu'il critique et dont il se moque de son unité. Il met en question, disons, une vieille alliance transatlantique dans le domaine économique comme commercial et surtout de sécurité, de défense, l'OTAN. Bon, il n'a peut-être pas tort quand il dit que les Européens doivent faire leur contribution. Là, c'est vrai, et à mon avis, c'est plutôt une chance. Hein. Oui. Et bon, il y a le camarade Poutine et le camarade Erdogan qui tous les deux dérivent sur l'exercice autoritaire de leur pouvoir. Ce qui choque, évidemment, et comme disait Mme Trottmann, surtout à l'intérieur d'une organisation comme le Conseil de l'Europe, où on ne sait pas très bien. Hein, on a déjà des difficultés avec la famille Kaczynski en Pologne, avec Orban en Hongrie et d'autres. Mais les deux poids lourds pour le Conseil de l'Europe, c'est un peu trop. Et l'Union essaye de sauver un peu les apparences et les meubles. Mais je crois qu'il faut aussi... je crois que c'est hier Pascal Boniface qui l'a dit, il faut aussi être lucide. Ni la Russie ni la Turquie sont des superpuissances. Hein. Ils sont économiquement même très faibles. Hein. Ils ont besoin de l'Europe. Et là-dessus, il faut jouer. Et là-dessus, l'Europe doit jouer son rôle en tant qu'Europe. Les divergences entre Allemands et Français. Mais les divergences, justement, ça devrait les pousser d'avancer. Et maintenant, en ce qui concerne l'évolution interne du projet européen, on a eu cette proposition de M. Hollande en 2015, où il propose un gouvernement d'avant-garde pour la zone euro.
Bon. Et pas de réaction de Bonn, pas de réaction positive, de Berlin, pardon. Ouais. Ça, c'est des vieux réflexes. Mais, surprise, surprise, au mois de février, Madame Merkel, à l'occasion du sommet de La Valette à Malte, s'exprime. Et elle parle d'une Europe à des vitesses différentes. Alors, une porte s'ouvre. Le résultat était qu'il y avait tout de suite ce mini-sommet à Versailles. Versailles, où il y avait Hollande, Merkel et les premiers ministres espagnols et italiens. Visiblement, les Benelux sont d'accord qu'il faut faire quelque chose. Et dans la déclaration de Rome de samedi dernier, on ne parle pas des vitesses différentes, mais on parle de rythmes différents pour l'Europe. Bon, ça c'est peut-être pour satisfaire les Polonais ou d'autres qui étaient avec vitesses différentes trop choqués. Mais voilà, on arrive. Et on arrive où là? On arrive à une solution à la euro, à la Schengen, c'est-à-dire des coopérations renforcées entre des membres limités de l'Union. Et là, je crois, en premier lieu, il y a la zone euro, effectivement. Et là, l'Allemagne et la France, comme je disais, chacun doit faire un pas. L'Allemagne doit être un peu plus solidaire, peut-être, avec le reste. Et bon, M. Schäuble, qui est un vieux ami de la région, un grand Européen, mais qui, avec l'âge, devient aussi peut-être un peu buté, qui n'est pas très, très flexible. Mais là, à mon avis, il faut peut-être faire des concessions des deux côtés. Et le deuxième sujet, on en a parlé, et là, c'est, je crois, la France qui doit pleinement jouer son rôle, c'est sur la défense, parce que tout le monde, et la grande majorité des Européens sont d'accord pour une Union européenne de défense, ce qui est quand même pas négligeable. Mais il y a toujours du côté allemand cette réticence historique, c'est-à-dire avec les expériences du passé, on n'est pas très enclin d'être considéré de nouveau comme une puissance militaire. Mais je crois, et la France, elle a l'expérience, et elle a, disons, son statut stratégique aussi dans le monde, puissance nucléaire, siège au Conseil de sécurité à l'ONU, alors elle amène quand même son poids là-dedans. Et avec ça, il devrait ramener les Allemands dans le bateau. Et on a fait mention des triangles de Weimar. Vous avez tous suivi peut-être que la Pologne veut retirer son contingent de l'Eurocorps. Très bonne nouvelle. Alors je crois là, le triangle de Weimar a été créé par Genscher en 1991 pour associer la France à la réconciliation germano-polonaise, ce qui est aussi typique. Aujourd'hui, peut-être, la France devrait, dans le cadre du triangle de Weimar, convaincre la Pologne qu'il y a quand même besoin d'une unité de défense européenne. Et je crois là, ces deux domaines, la gouvernance pour une zone euro et avancer vers une communauté européenne de défense, ça c'est les deux terrains où le couple franco-allemand devrait être actif. D'abord se mettre d'accord entre eux et après, avec leur force de conviction, trouver d'autres à s'allier avec eux. Et je crois, malgré tout le pessimisme qu'on entend à l'égard de l'Europe, et évidemment les débats autour des élections présidentielles n'aident pas beaucoup, parce que, disons, les eurosceptiques, voire les europhobes, ont beaucoup la parole et ont des arguments très faciles et très populaires qui passent, malheureusement. Mais quand même,
les Français sont quand même encore attachés à 66% à l'appartenance à l'Union européenne et à 67% à l'euro. Alors il faut aussi jouer là-dessus. Alors je crois que les deux pays, s'il y a la volonté politique, ils ont toutes les possibilités de sortir l'ensemble. Mais ça ne se fera pas à 28, ça c'est clair. Au contraire. Et là, peut-être une petite référence à M. Jacques Delors, qui déjà, au début des années 90, il était encore président de la Commission, a dit, parce qu'à l'époque, on poussait déjà vers l'élargissement, et surtout les Anglais et les autres. Oui, venez, avec plus de membres, voilà. Delors a dit, un élargissement sans l'approfondissement institutionnel, c'est la mort de l'Union. Alors, il faut faire de l'approfondissement, mais pas à 28. Oui, moi je remercie beaucoup M. Schuman de la manière dont il a, au fond, résumé de manière très claire les enjeux. Moi, je pense que France et Allemagne, on a aujourd'hui un défi, qui est un défi politique en plus du défi économique. C'est la montée des populismes. Et ce n'est pas seulement sur notre territoire européen, c'est pas seulement en France, pas seulement en Allemagne, c'est aussi dans les Pays-Bas, c'est en Autriche. Et c'est un vrai danger. Parce qu'on a, au fond, une dénonciation de la faiblesse de l'Europe, mais en même temps une volonté de destruction de l'Union européenne qui est prônée par ces partis populistes, qui aujourd'hui vont encore plus loin que simplement la remise en question de régimes démocratiques, du modèle de la démocratie comme socle de la perspective politique européenne, du projet politique européen. Ils vont jusqu'à défendre des thèses extrêmement dangereuses comme le suprématisme, c'est-à-dire qu'il lie à la fois l'extrême souveraineté, c'est-à-dire le gouvernement d'un seul qui fonctionne au plébiscite et qui s'appuie sur l'antisémitisme et le racisme ou d'autres, attitudes, comme on l'a vu aux États-Unis, contre les Mexicains, contre les étrangers, etc. Et on voit quand même, avec le débat du Brexit, que cette crainte de l'étranger européen, et pas simplement le réfugié, c'est ce qui a amené les gens, mais on se souvient du débat sur le plombier polonais en France, qui n'a quand même pas été d'une extrême dignité, eh bien, ça aboutit au Brexit. Parce que le parti de Farage, le UKIP, a au fond fait rêver les gens sur un pouvoir, une grandeur passée anglaise, un allié privilégié, les États-Unis, et au fond une sortie sans douleur de l'Union européenne. On va voir la douleur. D'abord, ils ne vont pas sortir sans payer ça, et ils vont le sentir rudement. Mais vous avez vu aussi qu'ils ont parfaitement compris le risque, puisqu'ils savent quel rôle ils jouent, et en particulier avec la France, en matière de sécurité. Le jour où Madame May engageait son discours sur le Brexit au Parlement britannique, eh bien, il y avait des chars qui arrivaient dans les pays baltes par train, anglais et français. Et bien sûr, sortir d'un parapluie de sécurité européen, couper avec le renseignement, ne plus savoir ce qui va se passer, ne plus bénéficier des coopérations en matière de lutte contre le terrorisme, c'est terrible pour un pays qui est une île et qui vient de vivre un épisode comme il en a vécu précédemment. Sur le plan de la sécurité, le Royaume-Uni est aussi en danger que n'importe lequel de nos pays continentaux sur le continent. Donc, quand Mme May commence à dire « on va sortir de l'Union européenne, mais on va avoir le meilleur accord de libre-échange et on rajoute en plus la sécurité », d'un côté, elle veut, au fond, ne plus payer,
et d'un autre côté, elle veut en avoir le bénéfice. Ça, c'est un piège politique. Ils sont pas non plus complètement tombés de la dernière pluie, les Anglais, vous le savez bien. Et donc, du coup, nous qui pensons, nous les pro-européens, qu'il faut une initiative qui permette d'assurer la stabilité politique, la protection des citoyens, de nos peuples dans toute l'Europe, et aussi par ce biais-là répondre d'une manière positive à la montée des populismes, eh bien, on a nos voisins qui sont... vous savez, l'entente cordiale avec eux, c'est compliqué là maintenant, parce qu'on est les premiers voisins quand même avec le Royaume-Uni. Et donc, tout à coup, on se retrouve entre un voisin avec lequel on a choisi de s'entendre, malgré tous les conflits qu'on a pu avoir, et qui constitue une alliance forte, et il faut être des partenaires forts dans une Europe qu'on veut relancer. Et en même temps, on a un voisin avec lequel on a eu aussi des batailles historiques, on ne va pas remonter, Jeanne d'Arc, mais bon, néanmoins, on a toujours eu des conflits, on l'a assez entendu les derniers temps. Et puis en même temps, vous arrivez encore plus d'Anglais qu'avant pour s'installer en France, s'installer en Allemagne, s'installer en Suède. Enfin, il y en a plein, ils n'ont pas fou non plus, ils n'ont pas envie de voir la livre sterling dégringoler, de perdre leurs petites économies. Vous savez que le système de retraite est quand même pas si favorable en Angleterre que dans nos pays. Et donc, ils se disent, après tout, pourquoi pas. Et moi, je pense qu'on va avoir une formidable démonstration. Parce que, d'un côté, on a un type qui est absolument imprévisible et qui a été d'une goujaterie absolument infernale et qui en même temps est louche, je dirais, il faut le dire, par rapport à la manière dont il est arrivé au pouvoir, Trump, parce que je suis curieuse de voir maintenant comment ses propres amis républicains veulent des enquêtes et veulent clarifier ses relations avec Poutine. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il y en a une autre qui est allée le voir récemment, n'est-ce pas ? Donc, c'est intéressant quand même de voir où vont et pensent ceux qui cherchent à avoir des contacts politiques pour se donner une image internationale, et tout en critiquant l'Europe. Là, moi, je ne suis pas là pour dire on recommence la guerre froide. Mais je suis là simplement pour dire que les désaccords les plus grands sont à l'extérieur de l'Union. Et qu'à un moment donné, les dangers les plus grands sont aussi ceux qu'on a lorsqu'on a des frontières poreuses, lorsqu'on n'a pas les instruments de protection dont on a besoin. Et pour cela, comme en matière, je dirais, de gouvernance économique, nous avons besoin de faire un pas en avant dans cette souveraineté partagée. Et si nous sommes cohérents avec ce que nous avons voulu faire et avec les efforts que nous faisons les uns et les autres, c'est la raison pour laquelle je parlais de cette souveraineté allemande qui avait été récupérée avec le mark, nous avons ensemble construit des instruments qui sont déjà des instruments qui nous protègent. L'euro a tenu dans la crise et nous a protégés. Donc il faut aller plus loin, ce n'est pas suffisant. Nous avons fait un choix, celui d'une Europe régulée, celui d'un marché régulé. Nous devons continuer d'avancer sur ce point. Mais nous devons aussi, et ça je crois que c'est une explication qu'il faut avoir et que les citoyens doivent exiger, c'est à la fois la responsabilité de l'ancien président Sarkozy, de la chancelière, d'avoir en matière fiscale choisi la voie intergouvernementale par le traité fiscal qui a tellement fait débat, alors qu'au Parlement européen, les députés CDU, sociodémocrates, libéraux se mettaient d'accord sur les mesures qu'il fallait pour redresser, au fond, la situation financière, la situation fiscale, et que ce traité intergouvernemental a été le début, avec l'application du traité de Lisbonne, d'une nouvelle manière, d'une nouvelle gouvernance qui montre ses défauts. Parce qu'il n'y a plus ce processus qui permet d'avoir, au fond, une validation par le débat des représentants des peuples, suffisamment. Le Parlement européen, qui est le Parlement élu au suffrage direct, qui est le seul transnational qui existe au monde, et qui est celui sur lequel repose la légitimité démocratique de l'édifice institutionnel de l'Union, c'est par lui, et je vous incite à retrouver dans les dernières nouvelles d'Alsace, un papier que M. Klaussmann avait écrit en disant en l'année prochaine, il faudrait repenser
a la possibilité de créer un congrès européen. Je ne dis pas qu'on ira au congrès, je crois que c'est difficile, nous sommes d'accord, mais je l'avais trouvé très intéressant parce que je vous rejoins complètement sur cette idée. Il faut aujourd'hui, sans forcément immédiatement penser à la modification des traités, changer le mode de gouvernance de l'Union, donner plus de place au Parlement européen, penser éventuellement à une deuxième chambre haute, arriver à faire en sorte de repositionner la Commission européenne comme un véritable exécutif et relancer le processus communautaire. C'est nécessaire pour la légitimité des décisions, parce que l'argument des populistes, c'est de dire « vous êtes dirigé par une bureaucratie et vous ne savez pas qui décide à votre place ». Ça, c'est l'attaque sur la légitimité institutionnelle. Mais en même temps, c'est aussi la dénonciation de l'absence de justice sociale et d'équilibre social. Et ça aussi, il faut répondre. Alors quand on sait que c'est au sommet de 1989, à Strasbourg précisément, qu'il était question de s'engager dans la possibilité de créer une monnaie commune. Vous vous souvenez, Giscard, c'était l'écu. Mais là, on décidait d'aller plus loin. Et en même temps, et ça, il faut le reconnaître, à 11, il l'avait soutenu, c'était la charte sociale européenne. C'est-à-dire cette charte qui devait en même temps créer le pilier social, en même temps qu'on avait le pilier économique et monétaire. Et au fond, on peut faire des reproches à nos gouvernants, à nos premiers ministres, à nos chefs d'État, aux chanceliers et chancelières, mais il faut bien dire aussi qu'à partir du moment où on n'a pas réussi à avoir dans cette démarche les deux entités, les deux jambes sur lesquelles on pouvait marcher, eh bien, il y avait une imperfection européenne. Je crois donc que l'Europe doit pouvoir repartir sur un projet et qu'elle doit s'engager vis-à-vis de la discussion, dans la discussion avec le Royaume-Uni, avec une perspective. Si les Européens ne peuvent pas se réunir sur un projet et une étape nouvelle, ils vont rentrer plus divisés, plus affaiblis dans la discussion avec le Royaume-Uni. Et je pense que c'est en train justement d'évoluer. Grâce à Trump, grâce aux menaces de Poutine, et grâce au fait aussi que les Anglais agacent tout le monde. Parce que quand ils ont dit « Bon, bah écoutez les gars, nous le budget, ciao, on veut plus payer, mais on veut quand même bénéficier du marché intérieur, on veut plus vos salariés, mais on veut quand même pouvoir vendre nos produits. » Donc il y a juste un petit défaut, si vous voulez. Alors, ce qui est important aussi, c'est le rapport de Jean-Marc Ayrault et de Madame Kramp-Karrenbauer, qui vient de se faire réélire dans la Sarre. Vous l'avez peut-être vu. Et je trouve ça très intéressant. Madame Kramp-Karrenbauer est de CDU, mais permettez à une socialiste, et qui continue de le penser, même si c'est compliqué dans la période, on ne sait plus très bien où on est, et puis voilà, c'est comme ça. Il faut choisir la chapelle. Mais on peut avoir des sujets communs. Vous voyez, cette ministre-présidente d'un land allemand a fait l'initiative France. Elle a choisi le français, l'apprentissage du français. Elle a choisi le rapprochement sur l'ensemble de toutes les activités économiques et culturelles avec notre pays. C'est un exemple. Eh bien, vous le disiez, M. Schuman, on devrait faire pareil ici. Et moi, je me bagarre pour qu'on y arrive. Je suis rentrée comme coprésidente du Haut Conseil culturel franco-allemand, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des initiatives dans lesquelles on doit s'engager, se parler, se comprendre, soutenir les initiatives linguistiques, travailler, comme c'est le cas ici, entre l'Arbeitsagentur, l'office, si vous voulez, allemand de l'emploi et notre institution française. Bref, on doit trouver ces secteurs de coopération qui précisément répondent. Et puis, il faut prendre conscience aussi qu'on a des différences, comme par exemple la crise démographique en Allemagne. C'est un pays qui vieillit plus vite que la France. La France qui a encore un taux de natalité assez important. Et donc, il faut qu'on arrive là aussi à travailler ensemble sur ces défis-là. Le défi du futur, la crise d'avenir en quelque sorte que l'Europe rencontre et qui traverse nos interrogations de citoyens. Donc, je pense que je terminerai sur un point. Moi, je vais vous dire aussi mon sentiment. Si vous regardez dans le débat actuel aux États-Unis, le budget américain, budget fédéral, 25% du produit intérieur brut. Qu'est-ce que c'est que le budget européen? 1% du produit intérieur brut. Si nous voulons être ambitieux, eh bien, il va falloir aussi en avoir les moyens.
Et moi, je vais vous dire ce qui fâche le plus les Allemands et les Français. Eh ben, c'est qu'on ne paye pas avec, je dirais, la même ardeur à ouvrir le porte-monnaie. Et moi, je suis dans trop d'organismes franco-allemands, je le dis mais tout net, dans lesquels je suis obligé de plaider, de remonter jusqu'au président de la République pour dire ça serait un peu logique que quand on prend des engagements financiers, on les tienne. Le Centre européen de la consommation, aujourd'hui, on est comme ça. J'ai vécu ça avant pour Arte, pareil. Alors c'était alternatif pour Arte. Tantôt c'était les Allemands qui ne payaient pas leur dû, tantôt c'était les Français, mais c'était plus souvent les Français que les Allemands. Bon. Eh bien, moi je pense qu'il y a une éthique politique qui doit présider au couple franco-allemand et à l'amitié franco-allemande, ne pas prendre son voisin pour plus bête qu'il n'est et pour plus radin qu'il n'est pas. Aujourd'hui, il faut que nous soyons aussi réguliers. Que quand on a des projets franco-allemands, les Français ne disent pas « on veut bien le faire parce que politiquement c'est intéressant » puis après on n'est plus là pour la facture. Bon. Donc moi je vous le dis parce que je le vis. Je ne dis pas que tout est bien et tout est beau, forcément non plus, parce que je le constate du côté allemand. Quand Mme Merkel a décidé d'arrêter le nucléaire, elle n'a pas téléphoné aux Français pour savoir qu'est-ce que ça faisait. Et quand on dit, vous pourriez peut-être venir avec nous dans la problématique de la sécurité, l'Allemagne produit des armes, mais elle met beaucoup de temps à se décider à être aux côtés des Français. Je le dis parce qu'avant la présidentielle de 2012, j'avais proposé, puisque j'étais en charge de la coordination de la plateforme européenne pour François Hollande, j'avais proposé que France et Allemagne partagent le siège que détient la France au Conseil de sécurité. Et je pensais que c'était ça le geste, que sur le plan international, deux grands pays qui tiennent aujourd'hui la force du marché intérieur et qui peuvent allier leurs entreprises, allier leur puissance et être ensemble plus forts, ça ne veut pas dire que l'Allemagne redevienne justement la puissance principale, au contraire, de l'Europe, mais qu'on l'ait ensemble, mais qu'ensemble, on dit aussi au monde, et peut-être que Trump va nous contraindre à ça, voilà notre idée d'un monde régulé, voilà l'idée d'une économie qui tient compte aussi, dans l'économie sociale de marché, des plus faibles, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait monter les risques, c'est l'extrême différence et l'extrême déséquilibre entre les plus riches dans le monde et les plus pauvres. Et chacun le sait, nous avons devant nous le défi climatique, nous avons devant nous le défi énergétique, et là, nous avons du pain, comme vous disiez, M. Schuman, sur la planche. Alors moi, je pense que l'Allemagne nous a appris le sens du compromis, il faut le dire. Nous, on aime, vous savez, on a besoin de la révolution régulièrement. Hein. Bon. Moi, je l'explique souvent à mes amis allemands, je leur dis, écoutez, si on a un accord social avant de passer par un conflit, ça ne marche pas, il n'a pas de valeur. L'accord n'a pas de valeur. Voilà. Bon, les 35 heures, on est arrivé, j'étais dans un gouvernement, on a proposé les 35 heures, les syndicats nous disaient, mais vous êtes cinglés ou quoi ? Il faut d'abord qu'on se bagarre. Donc, on s'est bagarré, voilà. Après, on veut nous le supprimer. Bon, c'est compliqué. Donc, des fois, voilà, ce que je voulais simplement vous dire, moi, quand je regarde l'histoire franco-allemande, je me dis, bon sang, qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui, l'Europe ? Elle est vraiment mal. Elle peut complètement craquer. Il y a un vrai risque. J'en parlais avec Jean-Claude Juncker l'autre jour. Et en même temps, je me dis, on n'a pas fait tout ça pour ça. On n'a pas connu cette histoire-là pour en arriver là. On est assez sage et quand même aussi assez fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on est, pour, entre Français et Allemands, ne pas penser qu'avec les Italiens, avec les Néerlandais, avec les Belges, avec d'autres, avec tous ceux qui forment l'Europe aujourd'hui, on peut avancer. Alors, j'ai un sujet sur lequel je veux simplement dire que pour moi, il est essentiel, au-delà de l'intégration, au-delà de la réponse aux réfugiés, cette capacité pour les salariés de se déplacer, d'aller travailler ailleurs, pour les étudiants d'aller faire leurs études dans un autre pays, et de pouvoir créer cette société européenne diverse et réunie, on sait qu'on doit rattraper nos standards sociaux pour ne plus avoir ces conflits politiques ou ces conflits, je dirais, de regard et de réaction comme on les a aujourd'hui, comme on le voit pour le Brexit. Il faut une Europe qui s'assume comme un espace commun. Et je pense que le retour des frontières est certainement la pire des choses à laquelle on peut assister. Et aujourd'hui, on retrouve les contrôles. On le doit pour la sécurité. Mais on ne doit pas oublier qu'on a besoin aussi d'avoir des infrastructures de transport, de pouvoir aller d'un côté à l'autre de l'Europe,
qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de raisonner à l'échelle de ce grand espace, si on veut continuer qu'il prospère. Et quand on voit comment les Chinois, il faut quand même les évoquer, les Chinois, parce qu'on ne les a pas évoqués, avec les routes de la soie, sont en train de dessiner leur parcours pour arriver dans les endroits les plus prospères de l'Union, où ils pourront charger, comme ils le font à Strasbourg, du lait en poudre qui est fabriqué en Bretagne, après le scandale du lait mélaminé en Chine. Comment, à Duisbourg, ils ont le premier hub ferroviaire de tout l'espace européen, tout en passant par la Russie. Nous devons regarder le monde tel qu'il est et penser que tant que l'Europe est attractive, on aurait tort de ne pas la désirer. D'avoir des horaires à respecter. On va devoir arrêter notre soirée ici, mais vraiment on aurait pu continuer pendant des heures, n'est-ce pas? Et un grand merci à nos deux invités. Vous nous avez transportés dans la compréhension en profondeur des phénomènes que parfois on ne comprend pas très bien. On se dit pourquoi ne sont-ils pas d'accord? Pourquoi y a-t-il ces chamailleries? Pourquoi, etc., etc. Et vous connaissez évidemment parfaitement ces deux pays, leur histoire, car on ne comprend rien de l'actualité si on ne connaît pas l'histoire. Et vous nous avez tracé des perspectives finalement optimistes pour le futur. Oui. Bon, à condition quand même qu'on y mette du sien. Hein, parce que, bon, c'est une question de volonté politique. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Et puis, nous nous retrouvons dans les salons voisins. La région va nous nourrir. Les nourritures terrestres sont quand même importantes. Merci.